Salam alaikum. Donc, comme j'ai convenu, Inch'Allah, on va pouvoir commencer, Inch'Allah. Alors, n'hésitez pas, les personnes, Inch'Allah, qui arrivent en retard, c'est pas grave. Il y aura toujours, Inch'Allah, la rediffusion sur notre chaîne sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Déjà, je souhaite le bienvenue à tous les présents. On voit que ça vient un peu partout. Donc, bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation. On va pouvoir, Inch'Allah, commencer directement donc, par la présentation donc, du programme d'Al-Jussour. Je me présente d'abord. Je m'appelle Asma. Donc, c'est moi qui est chargée de vous faire la présentation. Je préviens que ça va. Donc, on va parler français, Inch'Allah, pour que tout le monde puisse comprendre. Habituellement, on fait nos présentations en arabe littéraire, mais pour que tout le monde puisse comprendre, on va, Inch'Allah, faire cela en français. Alors, on va, Inch'Allah, commencer donc par se présenter, puisque beaucoup de gens nous posent la question qui nous sommes. Eh bien, aujourd'hui, on va pouvoir, Inch'Allah, faire une petite présentation d'Al-Jussour et des personnes qui sont derrière Al-Jussour. Alors, tout d'abord, ce que vous deviez savoir sur la méthode Al-Jussour, c'est que nous sommes une société 100% donc, française, autonome, indépendante et autofinancée. Ça veut dire qu'on est en France, donc toutes les personnes qui participent donc, à la réalisation de programmes d'Al-Jussour, ils sont en France. On est autonome et indépendant, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas d'une mosquée ou d'une association. Alors qu'en fait, on est vraiment une société indépendante et puis on est autofinancé, c'est-à-dire que voilà, on fait avec nos propres moyens, alhamdulillah, et la société a été créée avec nos propres moyens. Qui sommes-nous concrètement à l'intérieur de cette société? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Nous sommes 5 personnes. Nous sommes euh, 4 femmes et un homme. Et donc, le premier, c'est Bouriga Rachid, Ferta Asma, moi-même, et Iraqi Sarah, donc une troisième personne, et Vumbi Grace et Ségolène Garcia. 5 personnes qui travaillent donc à l'intérieur d'Al-Jussour, qui composent l'équipe d'Al-Jussour. Bouriga Rachid, qui est responsable de pédagogique et enseignant depuis plus de 18 ans. Ferta Asma, moi-même, qui est enseignante de langue arabe ici en France depuis plus de 17 ans. Et Alaki Sara, qui est enseignante de langue arabe depuis plus de 8 ans et qui est spécialisée dans la petite enfance. Grace, qui est diplômée de sciences de l'éducation ici en France, et Sigolène, qui est diplômée dans les langues ici en France. Donc, les 5 personnes, les voilà. C'est eux qui ont commencé donc à mettre en place la méthode Al-Jussour, mais pas seulement. Ça veut dire que, alhamdulillah, depuis l'année dernière, que les livres sont sur le marché et qu'ils ont été utilisés. Ils ont été utilisés par plusieurs mosquées et ces mosquées, alhamdulillah, ont participé beaucoup avec leurs retours, leurs remarques, énormément. Ils ont donné beaucoup de leur temps bénévolement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Et donc, en réalité, l'équipe, voilà, elle est un peu partout dans la France. Parmi les personnes, je tiens à remercier la région du Gard. Je pense qu'ils sont là parmi nous. N'hésitez pas à faire un petit commentaire si vous êtes là. Donc, les écoles de la région du Gard, qui ont beaucoup participé avec leur retour, puisqu'ils étaient parmi les premières écoles à avoir testé la méthode Al-Jussour. D'accord, donc voilà, on a présenté un peu l'équipe d'Al-Jussour. Maintenant, c'est quoi concrètement Al-Jussour et quelle est l'histoire d'Al-Jussour et pourquoi Al-Jussour est là concrètement? Donc, c'est ce qu'on va voir. Le Jussour, il est né depuis 2003, pas vraiment les livres, mais l'expérience avec le public francophone a commencé depuis à peu près 2003. Nous avons tout simplement rencontré des élèves donc, francophones sur les terrains et nous avons commencé cette aventure d'apprendre l'arabe au public francophone. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, de 2003 jusqu'à 2012, nous avons fait, alors, on va dire, on s'est arrêté pour voir quelles sont les conclusions d'à peu près 8 ans, voire 9 ans d'expérience avec ce public. Les conclusions elles étaient malheureusement décevantes puisque nous n'avons pas réussi à atteindre les objectifs voulus et nos élèves non plus n'ont pas réussi à atteindre les objectifs voulus. Et donc, à partir de 2012, on a pris la décision
de chercher d'où vient vraiment le problème, pourquoi nous n'avons pas obtenu ces résultats-là, pourquoi on n'a pas des élèves qui parlent, des élèves qui s'expriment, que ce soit à l'écrit ou l'oral, pourquoi ils ne sont pas épanouis. Et donc, on a commencé à poser vraiment des questions réelles à partir de 2012. 2013, on a pris la décision, donc à la fin 2012, on va dire, on a pris la décision d'essayer d'apporter, avec notre expérience, des solutions aux problématiques qu'on a relevées par rapport à notre expérience. Et donc, c'est à partir de 2013 qu'on a mis en place une méthode, la méthode Al-Jussour, et qui est sous forme de fiches. Donc, il n'y avait pas encore de manuel, c'était vraiment que des fiches qu'on a commencé à tester. Donc, on commence à tester à partir de 2013 jusqu'au fin 2018. Donc, alhamdulillah, nous avons, tout au long de cette période, réussi à appliquer la méthode sur des centaines et des centaines d'élèves. La majorité, c'était des adultes, puisqu'on a voulu avoir des résultats rapides et avec les adultes, ça, en fait, ça va nous faire gagner du temps. Et c'était quand même testé aussi sur pas mal d'enfants. Et donc, c'est à partir de 2019 que la méthode Al-Jussour a été créée vraiment officiellement sous forme de manuel. Alors, dès qu'elle a été testée, alhamdulillah, dès la première année, nous avons, alhamdulillah, eu des personnes qui l'ont testée, mais donc je reviens juste avant par rapport à sur quoi elle s'est basée, la méthode Al-Jussour. Alors, on s'est basé sur les retours qu'on a eus par rapport à notre expérience. Quels sont les retours qu'on a eus par rapport à notre expérience? Eh bien, nous avons eu deux types d'élèves. Nous avons des élèves qui ont échoué avant Al-Jussour. Et donc, les élèves qui ont échoué, c'était des personnes qui ont abandonné avant de finir leur parcours scolaire. Beaucoup d'élèves d'ailleurs, on les trouve, ils vont y aller jusqu'à la deuxième année de l'école arabe, la troisième année de l'école arabe, et puis ils arrêtent. On a eu des personnes qui ont tout simplement développé un blocage psychologique par rapport à la langue arabe. Ils étaient vraiment, alors pour eux, la langue arabe est inaccessible, elle est impossible à apprendre. Donc voilà, ils ont développé ce blocage qui a duré des années après. Et puis, on a eu des élèves qui tournent en rond. Ça veut dire qu'ils apprennent, ils arrivent à un certain niveau, ils abandonnent la méthode, ils reprennent une autre méthode, ils reviennent, ils refont la même chose. Ils ont l'impression que chaque année, ils refont la même chose. Ça, c'est les personnes qui ont échoué durant donc, ces 8 ans d'expérience qu'on a eu avec les publics francophones. Le deuxième public, c'était ceux qui ont réussi. Et donc, pour eux, donc, les personnes qui ont réussi, les meilleurs qu'on a eu, en fait, c'est ceux qui ont maîtrisé la grammaire. Alors, la maîtrise de la grammaire était vraiment, dans ma barrique, très profonde, au point que leur niveau à ces élèves, au niveau langage, au niveau expression, c'est même pas le niveau d'un élève dans un pays arabe qui arrive au CP. Pourtant, au niveau de la grammaire, leur niveau, il arrive à peu près au niveau des élèves qui sont déjà en master d'arabe dans les pays arabes. Donc, il y a vraiment un déséquilibre. Donc, on a eu des élèves qui maîtrisent vraiment très bien la grammaire, mais qui étaient incapables ni de s'exprimer, ni de parler, ni de comprendre à l'oral. On a eu des élèves, donc parmi ceux qui ont réussi, qui étaient donc, comme j'expliquais, incapables de s'exprimer, de comprendre à l'oral et incapables de lire sans harakat. Alors, ceux qui ont réussi, ceux qui ont fini le cursus scolaire, maîtrise de grammaire, incapacité de s'exprimer ni de comprendre à l'oral, incapacité de lire sans harakat, et tout ce qu'ils retiennent, ils ont retenu, donc au niveau de la grammaire, ils l'oublient après un certain temps. C'est bien normal puisqu'ils ne l'appliquent pas. Donc, c'est les deux catégories des personnes qu'on a eues avant de commencer à chercher les solutions donc, dans Adjusor. Et puis, la conclusion, c'était quoi? C'était qu'avec tout au long de ces 8 ans, eh bien, pour les élèves, la langue arabe était inaccessible. Pour ceux qui ont réussi ou pour ceux qui ont échoué. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a voulu chercher quelles sont les raisons de cet échec. Pourquoi il y a eu cet échec? Et donc, la démarche qu'on a faite, c'est qu'on a déterminé les problèmes et puis on a cherché la cause de ces problèmes. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a plusieurs raisons. Notamment, je vais vous citer ici 6 raisons. On s'est rendu compte qu'en réalité, on a adapté l'élève à l'école.
Alors que non, normalement, c'est l'inverse. Donc, l'élève doit s'adapter à l'école arabe et au programme de l'enseignement. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le processus naturel de l'apprentissage de la langue n'a pas été respecté. Je reviendrai sur ce point après, Inch'Allah. Le troisième point, c'est que la capacité naturelle de l'élève n'a pas été respectée. On demande à l'élève d'apprendre énormément de choses. Le quatrième point, c'est qu'on a tenté d'apprendre à l'élève en se basant sur notre parcours en tant qu'arabophone. Alors, ce point est très, très important, puisque malheureusement, on tombe souvent dedans. La plupart des enseignants sont des arabophones. Donc, ils ont acquis la langue arabe naturellement. Ils essaient d'apprendre aux élèves comme eux, ils ont appris. Alors, c'est impossible. On ne peut pas apprendre d'une façon naturelle en se basant sur un apprentissage depuis la naissance à quelqu'un qui commence à apprendre à un certain âge. Donc, on se base, les enseignants, quand ils se basent sur leur parcours à eux, ils vont apprendre les choses qu'ils considèrent, eux, faciles, laisser les choses qu'ils considèrent, eux, difficiles pour la fin. Et voilà, l'enfant est complètement désorienté. Et je reviendrai sur ça juste après, Inch'Allah. Cinquième point, l'élève n'arrive pas à appliquer ce qu'il a appris. Eh bien, forcément, il va le perdre rapidement. Donc, tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il a appris durant les 8 ans, eh bien, il n'arrive pas à l'appliquer. Eh bien, après un certain temps, il l'oublie. Et puis, dernier point, le chemin d'apprentissage est très long. Ça veut dire que l'élève, il commence dès la première année de l'école arabe. 5 ans, 6 ans plus tard, il n'arrive toujours pas à dire j'ai faim, je veux manger. Bah, forcément, il y a un problème. Un élève, quand il fait un compte rendu de son parcours, il se dit ça fait 8 ans, ça fait 6 ans, 7 ans que je suis à l'école arabe, je ne suis pas capable de dire j'ai besoin de manger, j'ai faim, je veux boire. Et donc là, forcément, on perd la motivation de l'enfant puisqu'il n'arrive pas à voir le résultat de son travail. Donc ça, ce sont les raisons qu'on a pu identifier. Il y en a bien d'autres, mais bon, c'est, on va dire, les principaux raisons qu'on a identifiées par rapport à notre expérience. Et donc, la solution, c'est qu'avec Kadjuso, on va tenter de ramener donc, les solutions pour ces problèmes. Eh bien, les solutions, ils se résument en 3 points. Le premier, il faut que la méthode soit basée donc, sur notre expérience. La méthode, elle est basée sur notre expérience, c'est-à-dire que nous avons tenté, nous avons essayé des choses, on sait que ça ne marche pas, eh bien, on va éviter ces choses-là et on va tenter d'autres choses que nous avons testées et que ça a marché. Donc, nous allons tout simplement rassembler tous les points positifs de notre expérience et bannir tous les points négatifs de notre expérience. Donc, il faut absolument que la méthode soit de terrain, puisque quand elle est née du terrain, on sait à qui on a affaire et on sait c'est quoi les besoins de ses élèves et on sait comment réagir avec eux. Le deuxième point, c'est que la méthode doit être adaptée au public francophone. Oui, c'est pas le public francophone qui doit s'adapter à la méthode, mais c'est la méthode qui doit s'adapter au public francophone. Je reviendrai sur les détails après, Inch'Allah. Et puis, nous avons besoin d'un apprentissage de manière intuitive et naturelle. Ça veut dire quoi? Un apprentissage intuitif et naturel. Ce que nous avons remarqué jusque maintenant, c'est que les méthodes qu'on avait testées auparavant, ce sont des méthodes qui ont tenté d'apprendre la langue arabe aux apprenants en se basant sur la grammaire. Ça veut dire qu'ils ont utilisé la grammaire pour apprendre la langue arabe. Or, c'est tout simplement impossible. On n'apprend pas une langue à travers sa grammaire. La grammaire vient pour corriger la langue. Et c'est ça l'apprentissage naturel, c'est qu'on parle déjà, on s'exprime, on comprend et la grammaire vient corriger notre bagage communicatif que nous avons déjà. Et c'est là la différence et donc c'est là le problème. C'est pour cela que nous avons des élèves qui connaissent bien la grammaire, mais qui sont incapables de communiquer. C'est parce qu'on a pris le problème à l'envers. On a appris d'abord la grammaire avant d'apprendre à parler. Et donc, la méthode Al-Jusur a apporté des solutions pour ces 3 points. Donc, nous avons, alhamdoulilah, une méthode qui est basée sur l'expérience, adaptée aux francophones et qui enseigne de manière intuitive et naturelle. Alors, la méthode, une fois qu'elle a été réalisée, est-ce qu'elle a été testée que par nous? Non. Elle a été testée, alhamdoulilah, par plus d'une quarantaine d'écoles. Les écoles, alhamdoulilah, elles sont un peu partout dans la France. On a essayé de voler place un peu sur la carte de la France. Donc, plusieurs écoles, 40 écoles ont testé la méthode l'année dernière. Donc, dès qu'alhamdoulilah, la sortie des livres, ils l'ont testée. Maintenant,
qui sont le retour de ces écoles. Les recours, alhamdulillah, les retours, ils étaient très, très satisfaisants. Ça veut dire qu'on a fait, alhamdulillah, une enquête de satisfaction en avril et nous avons eu 100% des écoles qui nous recommandent et qui recommandent notre méthode. Nous avons eu, alhamdulillah, plus de 50% des écoles qui ont remarqué les résultats dès le premier trimestre. Des autres écoles ont remarqué pendant le deuxième trimestre. Alors, sachant que l'année dernière était très difficile, vous le savez tous, on est passé par une crise sanitaire, et bien malgré cela, alhamdulillah, les résultats ils étaient très visibles. Je vous conseille, Inch'Allah, d'y aller sur notre site aljusur.com, la rubrique témoignages de nos clients, et vous verrez, Inch'Allah, une dizaine de témoignages audio et écrits qui donnent leur retour par rapport à la méthode d'Al-Jusur l'an dernier. Donc, Al-Jusur a été créé, a été testé par nous-mêmes, puis par une quarantaine d'écoles l'année dernière. Alhamdulillah, les résultats étaient très satisfaisants. Maintenant qu'on a donc raconté un peu l'histoire d'Al-Jusur, on va parler quelles sont vraiment les spécificités d'Al-Jusur. Pourquoi Al-Jusur a concrètement donné ces bons résultats? Pourquoi on voit les résultats rapidement? Eh bien, ça vient tout simplement de plusieurs étapes qu'on a respectées dans notre méthode. La première étape, c'est qu'on a la méthode Al-Jusur, elle respecte les besoins de l'enfant. Ça veut dire que nous avons mis en place une stratégie communicative, nous sommes, alhamdulillah, les seuls à l'avoir mis en place, une stratégie communicative qui apporte à l'enfant ce dont il a besoin. Alors, on peut dire que c'est très vaste. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si on va apprendre à un enfant de nager. On va apprendre la natation à un enfant. Eh bien, on ne va pas commencer à le mettre dans un océan, on va lui dire « Allez, va nager ». Non, l'enfant, on va le mettre dans une petite piscine au début pour lui apprendre à nager. Puis, une fois qu'il a appris à nager, il a appris les bases, tout va bien, eh bien, on peut oser le mettre dans une piscine un peu plus grande et puis on va le ramener à la mer, etc. Donc, ça va grandir, on agrandit le périmètre. Et, subhanallah, une fois qu'il a appris à nager, l'enfant dans la petite piscine, il garde toutes les bases qu'il a appris, tous les mécanismes qu'il a appris, il les garde même si on le ramène dans un grand océan plus tard. Bon, on ne va pas le mettre dans l'océan, l'enfant, mais c'est pour vous expliquer que une fois qu'il a retenu les mécanismes, une fois qu'il a retenu les bases, on peut le laisser aller plus loin. C'est comme ça qu'on a réagi et c'est comme ça que nous avons basé notre stratégie communicative. Je vais mieux vous expliquer. En fait, on a tout simplement déterminé plusieurs environnements, comme avec les piscines, la petite piscine, la plus grande, etc. Eh bien, le premier environnement dont l'enfant aurait besoin de l'arabe, eh bien, c'est à l'école. Et donc, nous avons choisi le premier environnement qui est l'école. Pourquoi l'école? Nous avons tout simplement cherché à savoir pourquoi les gens deviennent bilingues. Il y a deux types de personnes qui deviennent bilingues. Le premier, qui est tout simplement né dans un environnement où il y a deux langues, donc il les a appris dès qu'il est né, il les entendait parler, etc. On a le deuxième, celui qu'une fois qu'il a acquis la langue maternelle, eh bien, il est parti en immersion dans une autre langue, dans un autre pays. D'accord? Et donc, ces deux personnes-là, c'est eux qui réussissent à devenir bilingues. Et donc, pourquoi? Le premier, on ne peut pas refaire la même chose puisque c'était un apprentissage depuis la naissance. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième. Comment ça se fait que quelqu'un qui voyage dans un pays, qui parle une langue, arrive à apprendre cette langue rapidement? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que cette personne, elle est obligée de parler la langue, sinon, elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Elle ne pourrait pas boire, elle ne pourrait pas manger, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la personne qui va dans ce pays, en fait, elle est obligée, elle voit des choses autour d'elle, elle a besoin de faire des actions, il faut qu'elle sache quel est le nom de ces actions et quel est le nom de ces objets qui l'entourent. Sinon, elle ne pourrait pas parler. Quand on est dans un restaurant, si on ne sait pas comment il s'appelle le serveur, comment il s'appelle un plat, comment s'appelle le repas, si on ne sait pas comment on dit je veux manger, comment on dit je veux boire, eh bien, impossible de parler l'arabe dans ce restaurant. Et donc, c'est comme ça qu'on a tout simplement pris les deux facteurs. Le premier, c'est puisqu'on est obligé. Le deuxième, puisqu'on a besoin. Troisième, eh bien, c'est qu'on a des interlocuteurs qui parlent la langue. C'est-à-dire qu'on a un interlocuteur qui parle l'arabe ou qui parle l'autre langue. On est obligé de parler avec lui, de communiquer avec lui. Eh bien, l'environnement dans lequel on peut trouver ces trois facteurs, eh bien, c'est l'école. Donc, notre environnement de départ,
pour que l'enfant puisse, donc la petite piscine dans laquelle l'enfant il doit apprendre à nager, eh bien pour nous, c'est l'école. Pourquoi? L'école, il y a la maîtresse, interlocuteur arabophone. Il y a les élèves, comme une communauté qui essaie tous de faire la même chose. La maîtresse, elle peut obliger l'enfant de parler l'arabe. Et là, je peux vous dire, nous avons mis en place vraiment tous les éléments permettant à l'enfant de se sentir obligé de parler l'arabe. Eh bien, on a tous les environnements qui permettent à l'enfant de commencer à parler l'arabe. L'école. Qu'est-ce qu'on a fait à l'école? Donc, je vais d'abord finir les autres environnements et après, je reviendrai pour chacun comment on a appliqué la stratégie. Donc, on a l'école, puis le deuxième environnement, c'est la maison. Donc, une fois que l'enfant parle l'arabe littéraire à l'école, on va lui apprendre à parler l'arabe littéraire à la maison. Puis, on va lui apprendre à maîtriser la notion du temps et à parler de soi-même. Puis, on va lui apprendre on va l'amener dans un autre environnement, l'extérieur de la maison, et là, on va lui apprendre à réagir avec les gens, réagir avec l'extérieur de la maison, et on va l'emmener dans différents environnements à l'extérieur de la maison. Et puis, une fois qu'il sait parler l'arabe littéraire en classe, à la maison, il utilise la notion de temps et il sait parler l'arabe littéraire à l'extérieur de la maison, eh bien, c'est bon. Là, à ce moment-là, on peut seulement, à partir de ce moment-là, voyager avec lui, le ramener vers le monde arabe. Et c'est là où on va lui faire découvrir les pays arabes, les textes des savants arabes, etc. Donc, c'est à partir de ce niveau-là qu'on peut lui faire voyager, qu'on peut le faire voyager dans la culture du monde arabe concrètement. Et puis, ça, c'est la première étape de notre stratégie communicative. Et la deuxième étape de notre stratégie communicative, c'est tout simplement avoir des objectifs précis de chaque année. Chaque année, on sait ce que l'enfant est capable ce que l'enfant doit apprendre à dire, ce qu'il doit apprendre à comprendre, ce qu'il doit apprendre à lire. On le sait très bien. Nous avons développé, nous avons mis ces objectifs et nous les avons coupés par on va dire, objectifs de semaine, de cours, de hissa. Donc, chaque cours, chaque semaine, il y a un objectif à atteindre avec l'enfant. C'est un objectif que lui, il voit rapidement dans son évolution, que le mu'allim connaît très bien et que les parents aussi connaissent très bien. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai toujours dit pendant mes réunions, enfin mes formations, qu'un enseignant, c'est tout simplement comme un chauffeur de bus. Il doit savoir, avant même de démarrer, quelle est la destination auquel il doit y arriver. Donc, la destination, elle doit être claire. Et ceux qui montent dans le bus, ils savent très bien vers où ils vont. Et donc, toute notre stratégie communicative est très claire. Et puis, le chauffeur de bus, il connaît les routes à prendre, il connaît la route par cœur, il sait si jamais il y a une route qui est fermée, par quelle route il va passer. Donc, la même chose. Le mu'allim, il doit savoir vraiment quelle est sa destination, vers quel objectif il va arriver et quels sont les moyens disponibles pour lui pour arriver à cette destination. Donc ça, c'est les deux bases de notre stratégie communicative. Alors, je vais rentrer dans ça un peu plus profondément. On va donc revenir tout simplement à la maison, à l'école. Alors, c'est quoi notre stratégie communicative à l'école? On a le livre de Hadana et le livre de CP que lui, il apprend à lire et à écrire. Après avoir appris à lire et à écrire, on va commencer à commencer notre stratégie communicative. L'école. On va apprendre à l'enfant tout ce qu'il y a à l'école et tout ce qu'il peut faire à l'école. Donc, on va commencer par la classe, on va lui apprendre qu'est-ce qu'il y a dans la classe, qu'est-ce que je peux faire dans la classe. Donc, le livre entier, il va y aller dans cet objectif. L'enfant doit apprendre tout ce qui a un rapport avec la classe, que ça soit de parler, comprendre ce qu'il voit, il peut le décrire, il peut l'utiliser, il peut dire son nom, donc tout ça que dans la classe. Et on va voir le livre, il va commencer que ماذا في القسم, et donc il va décrire sabourar, tawila, kursi, mihfada, etc. Et puis il va passer à ماذا أفعل في القسم. اكتبوا على الدفتر اجلسوا على الكرسي etc. افتحوا المحفظه, tout ce qu'il peut faire. C'est quoi l'objectif de faire ça? C'est que tout simplement ce que l'enfant il va apprendre durant cette année, il le voit parce que ce sont des éléments qu'il voit, il le touche, ce sont des choses qui touchent, le cahier, le livre, la table, etc. Il l'entend
puisque la muallima lui dit tout le temps, comme il a sabura, je dis ça à al-kursi, iftah al-kitab, il le lit. Tous les textes de livres vont y aller dans ce sens. Donc, il lit et pour la première fois, l'enfant, il lit des choses qu'il comprend. Auparavant, on se base sur des textes que l'enfant ne comprend pas. Et on reste dans le déchiffrage. Là, maintenant, ce n'est plus un déchiffrage, c'est vraiment une lecture, puisque l'enfant comprend ce qu'il dit. Donc, il le voit, il l'entend, il le touche, il le dit, il le lit. Et ces éléments-là vont permettre à l'enfant de retenir tout ce qu'il va apprendre durant cette année, puisque les 5 sens ont travaillé pour le même objectif, faire retenir tout ce qu'il va apprendre. Et contrairement à ce que nous avons déjà fait avant Al-Jusur, on n'apprend pas des mots isolés, on apprend des formules. L'enfant, l'objectif de cette année, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est d'apprendre à nager à l'enfant. On va lui apprendre le mécanisme directement, un ensemble de mouvements à faire pour pouvoir nager. Donc là, c'est la même chose. On lui apprend des formules. Et c'est quoi ces formules? Ce sont des jumla ismiya, des jumla fi'liya, des utilisations des shibh jumla, et tout ça d'une façon intuitive. Ça veut dire qu'on ne lui dit pas que c'est une jumla ismiya ou jumla fi'liya. Non, on profite du besoin de l'enfant de dire ça pour lui introduire ces phrases-là. Et ce qui arrive, c'est qu'alhamdulillah, le résultat que nous avons obtenu, à la fin de cette année scolaire, l'enfant est capable de dire لون السبورة أبيض لون الكرسي مثلا أزرق est capable de dire في القسم أجلس على الكرسي أفتح المحفظة أقرأ الكتاب. Il est capable de dire أنا أكتب على السبورة. Il est capable même de décrire, puisque on va un peu plus loin dans notre objectif, c'est de lui apprendre aussi tout ce qu'il y a de lui faire découvrir son corps en disant que voilà ta bouche et voilà ce que tu fais avec. Donc il décrit, il dit qu'est-ce qu'il fait avec. هذه عيني انظر الى السبوره بعيني. هذه يدي اكتب ارسم واكتب بيدي. هذه قدمي اجري بقدمي. Donc voilà, on va vraiment lui apprendre des phrases et les formules qu'on apprend à l'enfant au fur et à mesure ils grandissent. Au début, il va juste dire في القسم سبورة. Mais à la fin, il va commencer à dire هذه يدي أرسم وأكتب بيدي وهذه قدمي أجري بقدمي. Donc l'enfant il comprend tout ce qu'il dit. Et nous avons aussi fait en sorte que donc l'enfant mémorise vraiment ces formules. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va l'aider dès qu'il a appris à apprendre d'autres thèmes à partir dans d'autres environnements tout en parlant sans faute. Ça veut dire quoi? C'est comme l'enfant qui a appris à nager. Une fois qu'il a appris à dire, par exemple, أقرأ الكتاب, il a inconsciemment mis la dhamma à sa place et la fatha à sa place. Eh bien, plus tard, quand il va dire akulu tufahata, il va bien mettre les choses à sa place puisque le rythme de la phrase, le cerveau le retient et automatiquement, l'enfant il remplace juste les mots, il garde les harakat, les bonnes harakat à leur place. La même chose, l'enfant, quand il apprend les formules, jamais l'enfant il va dire fil qismi ana aktubu ala sabburatu. Impossible. Pourquoi? Puisqu'il a appris fil qismi ana aktubu ala sabburati et toute l'année, les 5 sens ont participé à lui faire retenir cette formule. Donc plus tard, quand il va dire fi souqi ana je sais pas, une phrase avec Java Mujrur, par exemple, Adhabu ila souqi مثلا بالسيارة, il va dire بالسيارة, il va pas dire بالسيارة parce qu'il aurait appris أكتب على الدفتر بالقلم. Donc, on apprend la grammaire d'une façon intuitive et on apprend à parler d'une façon intuitive. Donc, ça, c'était l'objectif de la première année. Et donc, de la même façon, la deuxième année, donc, on va passer à la maison. Et la deuxième année, c'est exactement la même chose. Comme on a fait dans la classe, on va le faire dans chaque endroit dans la maison. Chaque pièce de la maison, l'objectif de la deuxième année, c'est que l'enfant parle l'arabe littéraire à la maison. Et donc, là, on va passer d'une pièce à l'autre pour apprendre à l'enfant à parler l'arabe littéraire dans cette pièce. Et de la même stratégie, on va dans la pièce et on va lui apprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. Donc on va lui apprendre مثلا في الحمام ou في المطبخ ثلاجة في المطبخ فرن في المطبخ etc. Et puis par la suite on va lui apprendre qu'est-ce qu'il peut faire في المطبخ يمكنني أن أفتح الثلاجة في المطبخ يمكنني أن أطبخ في الفرن في المطبخ يمكنني أن أغسل الأواني. Et la même chose, on va passer dans un premier temps dans le salon.
Je vais mettre le bon curseur pour que vous puissiez voir. Donc ici, on va y aller dans le salon, puis dans la chambre à coucher, dans la salle de bain, dans la cuisine, et on va passer vraiment partout pour que l'enfant, à la fin de l'année scolaire, puisse parler de tout ce qu'il y a à la maison librement. Alors, la difficulté qu'on a augmentée dans ce niveau, mais à part le fait qu'il y a plusieurs environnements, puisqu'on se déplace dans plusieurs pièces, c'est qu'on passe au début, c'était des phrases simples. Maintenant, on va passer à des phrases où il y a qui sont composés de deux verbes. أريد أن أفتح الثلاجة. يمكنني أن أفتح الثلاجة, par exemple. Donc, on va passer avec les formules de base. Ces formules-là, mes frères et sœurs, ont été négligées pendant longtemps, alors que c'est tout simplement le b.a.-ba de l'expression. On ne peut pas s'exprimer si on ne sait pas dire أريد أن, يمكنني أن, يجب أن et أحب أن. On ne peut pas s'exprimer si on ne peut pas dire je veux, je dois, je peux et j'aime. C'est impossible. Les premières choses que l'enfant apprend. Et pourtant, quand on va regarder, c'est tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on apprend l'arabe aux élèves par rapport à notre parcours en tant qu'arabophone, si on respecte notre parcours en tant qu'arabophone, أريد أن, le fi'l arada, c'est un fi'l mu'tal. On va dire oh non, c'est très difficile, on ne va pas lui apprendre, on va laisser. أحب, c'est un fi'l مضاعف. Non, c'est très difficile. Le مضاعف, on va laisser pour après. On va dire أريد, أحب, يجب, on va dire non, c'est un fi'l jamid. Non, c'est voilà, on va commencer à entrer dans non, c'est très difficile pour lui et on prive l'enfant de ces quatre expressions, quatre éléments indispensables à l'expression parce qu'on s'est basé sur notre parcours mais pas sur le besoin de l'enfant. Et donc nous, dans le niveau 2, on les intègre d'une façon naturelle et intuitive à travers des formules et on va les travailler tout au long de l'année à travers, comme tout à l'heure, les textes, le fait de les entendre, tout ça pour que l'enfant le retient bien comme il faut. Donc ça, c'est l'environnement donc à la maison. Et puis, par la suite, on va passer au troisième environnement qui est la gestion du temps. Donc, la gestion du temps, on va tout simplement apprendre à l'enfant de parler de moi quand il fait bon, quand il fait chaud, quand il va parler de l'heure, il va parler. Donc là, on va se concentrer sur la gestion du temps. Réellement, ce n'est pas vraiment un nouveau environnement, mais c'est plutôt ce qui va permettre à l'élève de bien utiliser les deux environnements précédents, la maison et l'école. Et donc là, l'enfant, il va commencer donc à maîtriser le présent sur d'autres pronoms personnels. Voilà, il va maîtriser à utiliser ce qu'il dit dans d'autres temps. Alors, j'ai oublié juste de parler d'un élément indispensable, la conjugaison. On a tellement eu peur tout au long pendant longtemps d'entamer la conjugaison avec les enfants dès qu'ils sont petits. Enfin, dès les premières années. Et ça, c'est une erreur, car on ne peut pas parler sans pouvoir conjuguer. Et là, tout simplement, on a choisi de faire que le pronom personnel ana. Donc, l'enfant parle que de ana pendant la première année. La deuxième année, on lui a introduit ana, anta, anti, huwa, hiya d'une manière très progressive, très réfléchie, c'est que l'enfant les utilise avant même de les découvrir. Et ça, Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler dans les formations, Inch'Allah. Donc, là, c'est la notion du temps. Et puis, on passe directement donc, à l'extérieur. On va emmener les enfants de l'extérieur, on va l'emmener vers la route, dans un chantier, au magasin, dans une forêt. Voilà, on va faire exploiter le monde extérieur à l'enfant. Et là encore, on a fait les textes d'une façon à ce qui sont vraiment adaptés, une façon qui est adaptée à l'âge de l'enfant, puisqu'il y a l'aspect psychologique qui est très important pour nous. On reviendra sur ça, Inch'Allah, juste après. Donc ça, c'est notre stratégie communicative. Plus tard, Inch'Allah, donc on voyage vers le monde arabe, etc. Donc vous verrez, Inch'Allah, ça ne serait pas pour cette année. Vous aurez le temps, Inch'Allah, de le découvrir plus tard. Alors, donc ça, c'est le premier aspect d'Al-Jusur. On respecte le besoin de l'enfant et donc d'où notre stratégie communicative. Maintenant, elle respecte la capacité de l'enfant. Et là, il y a toute une stratégie de la gestion de la mémoire. Et mes frères et sœurs, nous avons, alhamdulillah, mené des recherches profondes pour établir une façon qui permet à l'enfant de mémoriser sans difficulté. Et là, ce n'est pas sorcier, c'est tout simplement des étapes naturelles de
de fonctionnement de la mémoire. Et nos livres respectent ça et je vais vous montrer à quel point, alhamdulillah, on respecte ça. Comment on arrive à retenir des informations définitivement? Il y a plusieurs processus. La première étape, il faut d'abord attirer l'attention de quelqu'un de la personne avant de lui donner les informations. Et ça, c'est ce qu'on utilise tout le temps d'une manière intuitive, d'une manière naturelle, on utilise ça. Par exemple, dans la langue arabe, il y a toujours ce ya roulam, ya ummi, il y a toujours ça qui va attirer l'attention avant de commencer à parler. Bien, c'est quelque chose naturellement qu'on utilise. Donc, il faut d'abord éveiller l'intérêt de l'enfant avant de commencer à lui donner les informations. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut ramener les informations dans la mémoire court terme à travers les différents canaux. Il n'y a pas que la répétition, il n'y a pas que le fait de lire qui nous permet d'avoir l'information. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs manières d'emmener l'information dans la mémoire court terme. Ces étapes, on va détailler, Inch'Allah, chaque étape juste après. La troisième étape, on doit envoyer, une fois que l'information est entrée par les différents canaux dans la mémoire court terme, elle va devoir partir dans la mémoire long terme. Et comment? Puisque ce qu'il y a dans la mémoire court terme n'est pas du tout ce qu'il y a dans la mémoire long terme. Donc, il va falloir transmettre les informations vers la mémoire à long terme. Alors, comment? Eh bien, en fait, ça, on peut les transmettre avec les moyens mémotechniques. Pourquoi? Puisque les moyens mémotechniques utilisent les informations déjà reçues. Quand on sait que, par exemple, quelqu'un s'appelle Mohamed, admettons, et ce Mohamed, on le connaît depuis très longtemps, le jour où on va apprendre que ce Mohamed a 35 ans, on n'oublie pas son âge. Pourquoi? Puisque Mohamed, l'âge de Mohamed, il s'est accouplé avec l'information de Mohamed. Donc, il y a l'âge, il y a Mohamed, et le cerveau, il met la même information au même endroit. Donc, tant qu'on retient le mot Mohamed, on retient son âge. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, la même chose, on utilise les moyens mémotechniques qui vont permettre de retenir les informations et on transmet les informations dans la mémoire long terme à travers les jeux. Et là, vous verrez à quel point, alhamdulillah, on a gâté nos élèves. La quatrième étape, c'est on donne de l'importance aux informations retenues. Et oui, parce que ce n'est pas parce que les informations sont dans la mémoire long terme que c'est gagné. La mémoire fait des mises à jour de temps en temps. Quand elle voit que les informations n'ont pas été revues depuis longtemps, on ne se rappelle pas de ça, on ne le réutilise pas, eh bien, elle l'efface. Et donc, nous, on va devoir donner de l'importance à ces informations-là pour qu'elles ne les effacent pas. Comment la mémoire fait pour les retenir? Définitivement, elle les retient par rapport à leur importance. Donc, à nous de donner l'importance à ces informations. Maintenant que vous avez vu les 4 étapes, venons voir comment on les a appliquées dans nos livres. La première étape, éveiller l'intérêt des enfants avant de leur donner les informations. Tous nos cours commencent par un jeu ludique qui veille l'attention de l'élève. Tous nos cours. Pour la maternelle et la primaire, on commence par les histoires et les illustrations. Les histoires ont un pouvoir de capturer les enfants qui est tout simplement, dans ma balique, incroyable. Donc, tous nos cours commencent par une petite histoire, donc pour les maternelles et le CP. Et là, tout est entre les mains de l'enseignant. On lui fournit tout le nécessaire pour commencer ses cours bien comme il faut. Ça, c'est pour les maternelles et le CP. À partir de la primaire et plus, tous nos cours commencent par un jeu, le jeu de cartes à code, un jeu qui est tout simplement magnifique. C'est une de nos fiertés dans notre programme, car ce jeu sollicite plein de côtés dans le cerveau qui permettent à l'enfant de plonger rapidement dans l'information et de la retenir d'une façon incroyable. Et Inch'Allah, si on a l'occasion à la fin, je vous expliquerai ce jeu. De toute façon, toutes ces informations-là, il y a sur notre site les explications de comment il marche ce jeu. Alors, la deuxième étape, donc on a éveillé l'intérêt de l'enfant. Maintenant, on va passer donc à comment on va ramener les informations dans la mémoire court terme. Ça y est, l'enfant il s'est concentré avec nous, on va devoir lui donner les bonnes informations. Comment on va faire? Eh bien, il n'y a pas que les yeux et les oreilles. Il y a les yeux, les oreilles, et puis il y a
le fait de parler, de répéter, il y a le fait de toucher, de manipuler, et puis il y a aussi le goût. Eh bien oui, on peut faire des goûts pendant le cours, pourquoi pas, ça se fait dans les écoles françaises, pourquoi on ne le fait pas, nous non plus. Alors, on va regarder chaque étape. La vue, dans les exercices, à chaque cours, on sollicite la vue par la discrimination visuelle qui se fait dès le début, avec des couleurs, des codes couleurs, avec des images, avec une mise en page très, très recherchée, plusieurs choses qui sollicitent vraiment la discrimination visuelle et qui permet de voir les choses et de retenir à partir de ce qu'on voit. Après, le oui, donc la discrimination auditive. On fait des dictées de harakat, on fait la lecture de texte avant même de le découvrir et la recherche des mots à travers ce texte-là. On fait plusieurs étapes dans tout le début, au début de cours. Dans le jeu de carte à code, il y a une bonne partie de la discrimination auditive. Vous verrez ça, Inch'Allah, il y est sur notre chaîne YouTube, il y a une vidéo qui explique le jeu des cartes à code et vous allez voir à quel point on sollicite le oui de l'enfant. Et puis, on parle dans notre méthodologie, l'enfant, il parle, il répète, il lit et on lui donne le temps de s'exprimer puisqu'on sait que le fait de s'exprimer, ça permet de mémoriser. Et puis le toucher, la manipulation. Et là, l'enfant, il est tout simplement gâté à travers des jeux, des mots croisés, des mots mêlés. Nos exercices ne sont pas des exercices qui disent relis, mais une croix. Non. Les exercices, il y a toujours une recherche derrière, il y a toujours une manipulation derrière, il y a toujours une réflexion derrière, il y a même des possibilités d'avoir plusieurs réponses pour certains exercices pour permettre à l'enfant de s'exprimer et de donner son point de vue. Et puis, on a le goût. Alors, le goût, c'est plutôt pour les tout petits. On va apprendre, par exemple, les fruits, les légumes, les bons aliments. Donc, on a compris qu'il y a plusieurs moyens de transmettre l'information. Eh bien, on sollicite ces différents moyens. Et puis, la troisième partie, envoyer les informations dans la mémoire long terme. Et là, on a dit tout à l'heure, c'est à travers les jeux et les moyens mémotechniques. Et là, on permet à l'enfant de jouer avec tous les mots qu'il apprend. Et ça, à travers une de notre fierté encore, c'est les machines à grammaire. Quand l'enfant, il apprend un mot, on lui apprend à travers ces machines à lui rajouter alif lam ta'rif, à lui rajouter la négation, à lui rajouter les dama'ir al-muttasila, à lui rajouter plusieurs choses pour que l'enfant manipule le mot. Admettons, l'enfant, il apprend le mot adhab. Eh bien, il va jouer avec ce adhabou en lui mettant la négation, en le conjuguant sur des différents pronoms personnels. Mais tout ça, c'est pas en le disant, non, en le faisant sur ces machines à grammaire. La même chose, vous pouvez aller vous renseigner sur notre site, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui explique l'utilité de ces machines. La même chose, il y a une certaine logique, on donne, donc là c'est un extrait de jeu Kawin, c'est un jeu qui permet tout simplement de comprendre la grammaire avec une certaine logique, avec un moyen mémotechnique, des chemins, on croise des éléments. Donc voilà, ce sont plusieurs exercices, enfin plusieurs jeux. Là, on va trouver un jeu de Qamariya et Shamsiya. Donc c'est à l'enfant de mettre lui-même les lettres. Ici, on a la machine à harakat qui a fait, machallah, des ravages l'année dernière. Et elle a permis vraiment à beaucoup d'enfants de voir les harakats différemment. Et nous sommes un des rares méthodes qui revoient exactement la définition des harakats et corrige les erreurs qui ont été faites par rapport à quels sont les harakats et comment on explique les harakats à un francophone. Et cette machine en est pour pas mal, alhamdulillah. Donc voilà, il n'y a pas que ces jeux-là, donc on a choisi de vous montrer cela, il y en a plusieurs d'autres, et vous allez voir la surprise à la fin, comme quoi ces jeux-là, ils sont tous disponibles, Inch'Allah, pour les écoles. Alors, la quatrième étape, c'est donner l'importance aux informations retenues pour que la mémoire long terme les garde définitivement. Comment on va faire ça? Eh bien, comment la mémoire sait que c'est une information importante? Eh bien, elle sait quand ça revient. Eh bien, on fait en sorte que ça revient à travers les textes, à travers les thèmes. Nos thèmes font toujours rappel aux thèmes précédents jusqu'à ce que l'enfant revoie les informations essentielles des thèmes précédents dans les thèmes qui arrivent après. Et donc, il revoit l'information. Et à travers les jeux, on a un jeu de loi qui permet à l'enfant de jouer. Et à chaque fois, en jouant,
eh bien, et on a les mots qui reviennent, et donc il les voit, il les revoit, puisqu'il joue, on lui impose pas de répéter, il joue, il sent le besoin de dire ces mots-là. Alors, ça marche comment? Il jette un dé, il a un numéro, et par rapport à ce numéro, il doit avancer, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Il arrive ici, il doit dire le nom de cet objet, et après, il continue, etc. On a à travers des devinettes. Donc, on va refaire découvrir à l'enfant ces mots à travers les devinettes. Donc, on a des jeux de devinettes, des cartes de devinettes que les enfants peuvent jouer. Et puis, on a le jeu Jekia aussi qui permet à l'enfant de jouer. Donc, on a plusieurs jeux qui permettent à l'enfant de revoir les informations d'une façon indirecte. Il n'a pas l'impression de répéter, il n'a pas l'impression de s'ennuyer, mais il a tout simplement l'impression de jouer. Voilà, maintenant, on a vu le respect des capacités. Donc, les livres d'Al-Jussour donnent des bons résultats. Pourquoi? Puisqu'elles respectent le besoin de l'enfant, donc il y a une stratégie communicative à respecter et un programme à respecter qui est très détaillé. Ils respectent les capacités, donc on a une stratégie communicative à suivre, enfin une stratégie de la gestion de la mémoire, pardon, à suivre, et puis ils respectent l'environnement de l'enfant. Et là, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas l'enfant qui doit s'adapter à l'école arabe, c'est l'école arabe qui doit s'adapter à l'enfant. Dans les pays arabes, c'est l'inverse. Pourquoi? Puisque les enfants, c'est leur première année. Ils ne savent pas c'est quoi une école. Donc, l'école peut exiger un certain système et c'est l'enfant qui doit s'adapter. L'enfant non arabophone, francophone, lui, il a déjà ses habitudes à l'école française. Il a déjà une référence, une façon d'apprentissage. Et donc, on ne peut pas lui demander de réadapter, d'adopter une nouvelle méthode d'apprentissage. Non, on doit nous s'adapter à ses habitudes à lui, puisqu'il les a déjà appris dans son école, dans l'école française dans laquelle il va. Et donc, tout simplement, ce n'est pas l'enfant qui doit s'adapter à l'école, c'est l'école qui s'adapte à l'enfant. Donc, c'est l'école qui vient vers l'enfant. Comment on fait ça? Eh bien, c'est tout simplement, l'enfant a l'habitude d'une école qui le responsabilise, une école avec des règles, avec des lois, une école qui le respecte. Et donc, c'est l'école arabe de faire de même. Et là, on a toute une formation, des conseils, des outils qui permettent aux enseignants de mettre à l'aise cet enfant et de lui permettre de s'adapter rapidement et de permettre à l'école plutôt de s'adapter à ses élèves. On a pour le responsabiliser des badges. L'enfant, il a des fonctions tout au long de l'année. On a sa place dans la classe qui n'est pas choisie par hasard. On a aussi le fait qu'il y ait toujours une réunion au début de l'année pour informer l'enfant de c'est quoi les lois de la classe, c'est quoi les règles de la classe, c'est quoi, il choisit même les sanctions en cas de désobéissance ou en cas où on ne suit pas les règles de la classe. Donc l'enfant, il suit tout simplement le parcours habituel qu'il fait à l'école française. Et là, nous avons, alhamdulillah, on forme l'enseignant pour cela et on lui apporte tous les éléments nécessaires pour commencer l'année bien comme il faut au début. Donc, il respecte l'environnement et puis on respecte, alhamdulillah, le développement psychomoteur de l'enfant. Et là, un enfant, c'est quoi le développement psychomoteur? C'est ses capacités et sa psychologie. En gros, un enfant qui n'est pas dans une classe qui correspond à son âge, qui n'utilise pas des éléments, des outils qui correspondent à son âge, et un enfant qui se sent tout simplement perdu puisqu'il a un blocage avec la méthode utilisée. Ce sont deux éléments qui ne donneront, avec lesquels on ne pourrait jamais avoir de résultat. Pour cela, nous avons, alhamdulillah, adapté nos programmes à l'âge de l'enfant. On l'a adapté pour que l'enfant ne se sente jamais vraiment abandonné, ni trop vieux pour ces méthodes. Il faut savoir qu'un enfant, il a la fierté de grandir. Un enfant, il a besoin de sentir qu'il grandit. Le fait qu'à un moment donné, on impose à l'enfant un programme très enfantin pour lui, eh bien, c'est une humiliation à lui. Il développe automatiquement un blocage, il ne veut pas, il développe un refus de cette méthode. C'est pour ça que la méthode, on conseille l'âge et on conseille, même vous allez voir plus tard, comment on a adapté les livres aux élèves. Donc, le respect de son environnement. Et puis,
Notre avantage, donc pourquoi la Jusur donne des bons résultats? Puisque nous sommes enseignants, formateurs, auteurs et éditeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments qu'on vient de vous décrire, nous avons, alhamdulillah, l'occasion de les appliquer dans nos livres, puisque c'est nous-mêmes qui les éditent. Chaque étape qu'on vous dit, on l'a respectée dans chaque chapitre, puisque nous avons le contrôle entier sur l'édition de nos livres et on met ce qu'on voit mieux pour l'élève. Donc, nous sommes formateurs. Nous sommes auteurs, donc c'est nous-mêmes les enseignants avec l'équipe pédagogique qui a mis le contenu. Nous sommes formateurs, donc on sait comment transmettre ce savoir-faire aux enseignants. Donc, on accompagne les enseignants pour leur apprendre à appliquer la méthode. Et là, à travers des différents supports, on reviendra sur ça juste après. Et pour donc finir les étapes, pourquoi, enfin, plutôt finir l'avantage d'être enseignant, ben, regardez comment on a appliqué en tant qu'enseignant même la mise en page. Nous avons mis le livre comme une histoire. C'est-à-dire que dès que l'enfant il ouvre le livre, il découvre les personnages qui vont l'accompagner tout au long de son parcours scolaire. Il découvre notamment Amine et Asia, deux jumeaux, et le petit Ayoub aussi. Ces trois personnages vont l'accompagner. Depuis qu'il est petit, ils ont son âge, il se reconnaît à travers eux, il vit leur vie, il apprend ce qu'ils apprennent, et c'est eux-mêmes qui lui apprennent chaque chapitre. Il grandit avec eux, et jusqu'au niveau 4, regardez comment ils sont devenus vraiment des adolescents comme lui. Donc, ils grandissent avec eux, ces personnages. Ce sont les mêmes qui grandissent avec eux. Donc, l'enfant, c'est comme si qu'il nouvelle rencontre, c'est comme si qu'une rencontre qu'il voit chaque fois quand il revient à l'école, il retrouve ses amis-là. Et ils grandissent avec eux, ils vivent les mêmes, on va dire, les mêmes étapes de développement que lui. Et donc là, on a pu le mettre puisque nous sommes éditeurs de nos livres et on transmet les informations, on transmet les informations à travers l'image, à travers l'expression des visages des personnages, à travers enfin, tout ce qu'il y a dans les livres, tout simplement. Alors, nous sommes enseignants et formateurs. Donc, on le voit dans le livre puisque, comme vous voyez par exemple ici, on va mettre la notion de la main et de chaussures, le choix des exercices, des couleurs, les moyens mémotechniques. Donc là, qu'on va mettre pour que l'enfant retient l'information, tout ça, il est fait justement donc, pour vous montrer qu'on transmet derrière l'image, on transmet avec les objets, avec l'image, avec l'écrit, avec les couleurs, avec tout ce qu'il y a dans les livres. Et là, donc, je vais passer un peu plus rapidement pour vous montrer rapidement ce qui a été concrétisé dans les livres en tant qu'enseignant. La façon avec laquelle, alhamdulillah, on a expliqué la grammaire à partir du niveau 3, ça c'est une nouveauté pour les anciens clients. On a commencé la grammaire à partir du niveau 3 et on l'a appréhendé avec une façon très très progressive, très ludique, tout en respectant toutes les étapes que j'ai citées auparavant. Inch'Allah, on aura l'occasion de défiler les livres à la fin et je prendrai un petit moment pour vous expliquer comment on a expliqué, comment on a abordé la grammaire au niveau 3. Alors, notre avantage, pourquoi JUSOL donne encore des résultats, c'est que nous avons compris tout simplement que la clé de réussite engage 4 acteurs. Quels sont ces 4 acteurs? C'est d'abord l'enseignant, l'élève, les parents et l'école. Pour avoir une bonne réussite, il faut engager ces 4 éléments. Si l'enfant est motivé, mais l'enseignant n'est pas motivé, ni les parents ni l'école, ou l'inverse, l'enseignant motivé mais pas le reste, ou deux et pas l'autre. Le résultat de l'année dépend de la proportionnalité de l'engagement des gens. Donc plus les gens ils sont engagés, plus les résultats, plus les éléments sont engagés, plus les résultats ils sont visibles. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'Al-Jusur propose? Donc voilà, je vous ai expliqué les résultats, qu'est-ce qu'on donne, les éléments qu'on respecte dans le livre, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, comme j'ai précisé juste avant, concrètement, on doit s'occuper des 4 éléments de la réussite. Les parents, les enseignants, l'école et l'élève. Et donc, pour l'élève, nous avons les manuels et les juridiques que vous venez de voir. Donc là, ils sont vraiment, on y va dans un très grand stock qui permet une diversité pour l'élève. Pour l'enseignant,
On a une formation complète à travers un guide, à travers des vidéos, à travers une magnifique interface que nous allons visiter juste après, Inch'Allah. Pour les parents, nous avons un espace parents qui est dédié pour eux. Et pour les écoles, excusez-moi, il y a un téléphone. Pour les écoles, on a des bulletins, on a des diplômes et on a une prise en charge en cas de fermeture. Et ça, c'est quelque chose que les écoles ont énormément apprécié l'année dernière. Et si vous êtes là, vous pouvez le faire savoir par message. Alhamdulillah, nos écoles l'année dernière, ils étaient les seuls, wallahu a'lam, mais ils n'ont raté aucun cours. Dès le premier jour de confinement, la prise en charge directe et complète a été faite, alhamdulillah, par notre équipe. Des vidéos chaque mercredi, samedi, dimanche à 8 heures du matin pour chaque niveau que les enseignants ont pu partager avec leurs élèves et les élèves n'ont pas arrêté d'apprendre tout au long du confinement. Donc, alhamdulillah, les résultats, ils étaient visibles sur cette partie-là que les enfants ont suivi durant le confinement puisque dans les vidéos, on s'adresse directement à l'élève. Ce sont des vidéos complètes avec le cours, les exercices, la correction des exercices. Donc, alhamdulillah, il y a eu une prise en charge directe. Donc, pour les écoles, donc, on a le bulletin de la fin d'année, on les aide pour le bulletin, les diplômes de fin d'année, on leur propose aussi des cadeaux de fin d'année. Donc, il y a voilà, une prise en charge pour l'école, pour les parents, pour les enseignants et pour les élèves. Maintenant, allons voir à quoi correspond vraiment la prise en charge pour les enseignants et pour les parents. On va voir ça à travers notre plateforme. Nous avons, je ne sais pas donc si vous la voyez, n'hésitez pas à me répondre par message si tout va bien. Alors, ici, on a la plateforme. La plateforme ici, enfin la plateforme, c'est plutôt l'interface. On a l'espace enseignant et on a l'espace parent. Toutes les écoles qui utilisent Al-Chussour pourront avoir accès à cela. Alors, regardons comment, alhamdulillah, c'est très complet. On a l'espace enseignant. Dans l'espace enseignant, nous avons le guide de l'enseignant dont je vous ai parlé tout à l'heure, un guide qu'ils peuvent consulter et télécharger. On va le consulter ensemble. Un guide d'enseignants qu'ils peuvent consulter et les écoles sont libres de le télécharger et de le distribuer à leurs enseignants. Alors, le guide, il est assez complet, c'est-à-dire qu'il reprend les b.a.-ba du métier d'enseignant au niveau de la gestion de la classe, de la gestion de la mémoire, au niveau de tout simplement l'apprentissage aux élèves, tout est dedans, alhamdulillah, les sanctions autorisées par la loi, comment faire les lois de la classe, tout, alhamdulillah, est dedans. Et puis, on a tout simplement des différents, comment on fait chaque cours, chaque leçon de chaque cours, alhamdulillah, donc à travers des images qui illustrent comment se déroule un cours. Donc, on a ce guide de l'enseignant à télécharger et à consulter. On a aussi les vidéos de formation qui forment l'enseignant sur la plupart des axes de la méthode d'Al-Jussour. Donc là, on va trouver des vidéos qui forment. Donc là, c'est la vidéo dont je vous ai parlé sur le jeu des cartes à code. Donc, ce sont des vidéos que l'enseignant peut regarder. Ils durent à peu près une vingtaine de minutes. Il pourrait les regarder, Inch'Allah, pour se former mieux à la méthode. On a aussi, pour l'enseignant, la mallette pédagogique numérique. La mallette pédagogique numérique, c'est tout simplement un trésor. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. On va y aller, par exemple, dans le niveau 1. Dans le niveau 1, on va trouver les vidéos et les diaporamas de correction des exercices. Alors, en fait, nos exercices, ils sont assez diversifiés. Donc, il y a des mots croisés, des mots mêlés, il y a des jeux de mémoire, il y a plusieurs choses. Donc, l'enseignant, une fois que, alhamdulillah, donc, ils ont utilisé Al-Jussour, si les enseignants ont un vidéoprojecteur dans la classe, eh bien, il va tout simplement télécharger le diaporama et lancer les corrections directement. Alors, si vous voulez, on peut aller voir un ensemble. On a les diapos qui commencent comme ça. Je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir un peu mieux. On a les corrections de façon animée avec des petites vidéos que les enfants peuvent regarder en classe tout en corrigeant leurs exercices. Ça les amuse vraiment. Ils ont vraiment l'impression de sortir de classiques habituels de l'école.
Donc là, ils vont voir chaque exercice et les corriger de cette façon. Et là, écoutez bien, tous les exercices de tous les livres sont corrigés de cette façon pour chaque chapitre. Et les enseignants ont accès à cela dans leur plateforme. Ils peuvent juste venir, se connecter, appuyer sur le téléchargement et puis ils ont le diapo. Alors, il y a deux types de téléchargement. Soit ils le téléchargent sous forme de vidéo, comme ce que vous voyez là en haut, soit ils le téléchargent sous forme de diaporama pour qu'il lui, il puisse gérer la vitesse avec l'ordinateur. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a pour chaque chapitre, donc les corrections des exercices de chaque chapitre. Alors, on a les vidéos et les diaporamas de cours. Et oui, donc là, la même chose encore, on a des diaporamas pour chaque cours. Là, on va lancer un pour que vous voyez. On a les cartes à code dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va essayer de lancer un peu loin pour que ça soit... On voit l'évolution. Allez, on va lancer celui-là. Donc là, c'est Mada Af'alu fil Qism. Eh bien, on va commencer le cours par les cartes à code. Comme je vous ai dit qu'on commence toujours par un jeu. Et je vais essayer d'accélérer. Et donc, après les cartes à code, on découvre les mots. Et puis, on leur met les harakat. Et puis, on les découvre avec les harakat. Et puis, donc, tout l'enseignement de cours, l'enseignant, il n'a qu'à suivre. L'enseignant, il n'a qu'à suivre le diapo et il sait qu'il suit le programme comme il le faut. Donc, la méthodologie, elle est suivie dans les diapos automatiquement. Donc, l'enseignant, il est très soulagé sur le fait qu'il sait qu'il suit la méthodologie puisqu'il suit tout simplement le déroulement de ce diaporama. Et donc, le diaporama, il va aller de cette façon pour commencer le cours, on va dire, avec des vidéos et en bonne humeur pour les élèves. Et donc là, la même chose, il se trouve pour tous les cours de tous les livres, pour chaque chapitre. Et la même chose, il peut le télécharger en vidéo ou en diaporama. On a les images. Donc là, on va retrouver pour chaque chapitre les images qui ont été utilisées dans le livre. Ça se trouve, il y a des enseignants qui préfèrent prendre les images, les imprimer, les donner aux enfants pour manipuler, les mettre au tableau. Je les comprends, c'est nécessaire, c'est important et c'est amusant pour l'enfant. Eh bien, c'est simple. Ils vont tout simplement appuyer ici, ils vont télécharger toutes les images qui sont dans le livre. Ils pourront les imprimer, les plastifier et permettre aux enfants de jouer avec. Ils peuvent aussi télécharger les vocabulaires qui vont avec. Par exemple, s'ils téléchargent celui-là, ils vont télécharger هذا هذه مربع أصفر مستطيل أحمر مثلث أزرق. Donc, ils vont télécharger l'écriture. Comme ça, on ne sait jamais. Certains enseignants préféraient qu'il y a les bitaqat aussi avec les mots. Donc, tout ça, il est entre les mains de l'enseignant. Il les télécharge, il les imprime, il fait ce qu'il veut avec. Et puis, après donc, les images et les vocabulaires, on a les documents pédagogiques. Et là, on va retrouver tous les jeux dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont disponibles pour l'enseignant. Et là, il va tout simplement les imprimer et les plastifier. Il permettra à l'enfant de jouer. Moi, je conseille toujours aux enseignants qu'au début de l'année, la direction, elle prend une personne qui va s'occuper de ça, elle imprime tout, et plastifie tout. Et comme ça reste à long terme et tout le monde peut en profiter. Et là, c'est encore disponible pour les enseignants. Donc ça, ce que vous venez de voir, est disponible pour tous les niveaux. Donc là, si on y va par exemple sur le CP, vous allez trouver qu'il y a la même chose. Vous allez trouver qu'il y a, alors qu'il est assez long le CP puisqu'il y a toutes les lettres. Donc on a la même chose pour toutes les lettres, les corrections des exercices. On a les documents pédagogiques. On va les voir rapidement par exemple pour les documents pédagogiques. Les machines à grammaire, les jeux qu'il y a pour ce niveau-là, les badges, tout ce que je vous ai présenté. Donc ici, les lettres, début, milieu, la fin, pour les élèves, enfin les écoles qui préfèrent que les enfants manipulent les lettres. Et ça, je le conseille aussi beaucoup, il y a des vidéos dessus. Comme ça, ils vont prendre et mettre tout simplement les lettres une à côté de l'autre. Donc tout ça, téléchargé en PDF et ils impriment autant qu'ils veulent, Inch'Allah. Donc ça, c'est disponible pour tout. Donc là, je peux revenir donc là-dessus. Donc, il y a la mallette pédagogique dont vous avez vu ce qu'il y a dedans. Maintenant, pour l'enseignant, il y a les cours types. Et ça, il y a pour chaque niveau les cours types de chaque leçon. Alors, ces cours-là, on va regarder ici. Admettons, l'enseignant, il est absent. Il y a un autre enseignant qui vient le remplacer.
Cet enseignant ne connaît pas la méthodologie, ne sait pas comment faire avec, il ne peut pas donner cours. Eh bien non, c'est simple. À partir de maintenant, alhamdulillah, l'école va donner accès à cet enseignant, il va regarder la vidéo type, il saura comment expliquer son cours et quel est le cours qu'il va expliquer. Eh bien, en fait, c'est un peu ce qui va remplacer les cahiers de suivi. Vous savez, les cahiers de suivi qu'on fait à l'école quand on dit voilà ce qu'on fait cette fois-ci pour qu'en cas où, si jamais il y a une absence, eh bien, alhamdulillah, c'est remplacé directement. Et là, ces vidéos, c'est directement un cours qui est donné aux enfants et il est complet avec le cours, les exercices. En réalité, ce sont des vidéos qu'on avait utilisées pour le confinement, alhamdulillah, qui ont été faites dans ces conditions-là, qu'on réutilise maintenant et qu'on a tout simplement complété l'autre moitié de l'année, puisque le confinement est arrivé en moitié de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on va compléter l'autre moitié de début. Comme ça, l'enseignant, il a les vidéos pour chaque cours et peut les utiliser comme pilote pour mieux savoir comment donner cours. Alors, donc ça, c'est les cours types et il y en a pour tous les niveaux. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on offre pour l'enseignant. Alors, sachez qu'on est très proche de cette interface. Ça veut dire qu'on pourrait, vous voyez, je me suis connectée en admin, donc j'ai le droit de modifier, de rajouter des choses. Et donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, on est en relation, on rajoute à chaque fois, et sachez que c'est vraiment notre travail d'accomplir cette tâche de rendre l'enseignant épanoui dans son travail. Donc, quand on travaille tout le temps sur de nouvelles activités, de nouvelles idées, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, eh bien, on le met, l'enseignant, il consulte, il va retrouver qu'il y a de nouveaux documents pédagogiques, de nouvelles vidéos qui lui informent des nouveautés sur certaines gestions, par exemple, sur certaines choses. On met à chaque fois les nouvelles vidéos pour mettre à jour et garder une relation durable avec les enseignants. Donc ça, c'est la plateforme, donc l'espace enseignant. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour l'espace parent? En réalité, ce n'est pas vraiment l'espace parent, c'est l'espace de l'élève. Ça veut dire que ce n'est pas le parent à qui on va donner cours, puisque ce n'est pas lui qui est inscrit à l'école arabe, mais plutôt à son élève. Mais c'est une tâche, mais plutôt à son enfant. Mais c'est une tâche qui tient beaucoup à ses parents, puisqu'il y a une inégalité qui se creuse chaque année entre les parents, les enfants qui ont les parents francophones et les enfants qui ont des parents arabophones. Les enfants, avec les parents arabophones, on leur donne des exercices, ils font leurs exercices, on n'a jamais de problème. Les francophones, ils ont envie de les aider, mais ils ne peuvent pas, puisque ce n'est pas leur langue, ou ils ne comprennent pas l'arabe, ou ils ne savent pas, ils ne peuvent pas les aider. Eh bien, on a pensé, alhamdulillah, à eux. Dorénavant, vous n'avez plus de stress par rapport à ça. Votre enfant peut réviser à la maison. Et non seulement il peut réviser, mais en plus, c'est des enseignants qui le font réviser. On a mis en place des vidéos, là, je vais encore sur le CP. Alors, on a mis les premières vidéos, on a bloqué les autres, mais bon, là, on a débloqué les 5 premiers pour que vous puissiez les voir. Les vidéos-là, ce sont tout simplement des vidéos qui sont adaptées aux besoins de l'enfant, ce dont il a besoin de revoir à la maison pour être à jour quand il revient en classe. Il peut les voir tous les jours, donc il dure à peu près entre 3 et 5 minutes. Il peut regarder ça tous les jours pour bien se rafraîchir la mémoire et revenir au top quand il sera en classe. Ça lui permet de s'amuser en le regardant puisqu'on les a fait sous forme de dessins animés et ça lui permet surtout d'habituer son oreille à entendre l'arabe en dehors de l'école. Et là, ça nous permet tout simplement de développer et d'augmenter les chances de l'apprentissage puisqu'il n'aura plus que 2 fois à l'école arabe, mais il peut le faire autant qu'il veut à la maison. Alors, on va lancer par exemple, on va lancer une petite vidéo, on va lancer la dernière pour voir un peu. مرحبا بكم يا أطفال، أنا صديقتكم آسيا، أنا من سترافقكم في مراجعة الجسر الأول. اليوم سنراجع المحطة 5. موافقون؟ جيد، إذن هيا بنا لنبدأ. أنا في القسم أكتب على السبورة. هذه لوحة، أنا أرسم على اللوحة. هذا قلم وهذا دفتر، أنا أكتب على الدفتر بالقلم. جيد، هيا بنا إذن لنكتشف المفردات الجديدة. هذه لوحة، أرسم
على اللوحة. هذا دفتر. Alors, donc, comme vous voyez, vous m'entendez ou c'est bordé? D'accord, tout va bien. Alors, donc là, comme vous voyez, je vais accélérer parce que ça va être ennuyant on regarde tout, même si ça dure juste 5 minutes à peu près. Donc, on va voir l'élève qui apprend ce qu'il faut faire, la leçon, c'est tout simplement la révision de la leçon. Et donc, il va voir ça. Et une fois qu'il a fini, eh bien, il va interroger, il va répéter, il va... vous m'entendez ou pas? الرسوم. Alors, je vais peut-être quitter la vidéo parce qu'apparemment, il y a des messages qu'on ne m'entend pas très bien. Est-ce que c'est mieux? On m'entend? Non? Tout va bien? Ok, bah c'est parfait. Donc, bah, écoutez, je vais faire la vidéo comme ça il ne me prend pas le dessus sur la voix. Donc, ici, on va tout simplement répéter, découvrir d'abord. Donc, on découvre, et puis on voit, on répète, et puis à la fin, on interroge. Donc, la petite Asia interroge l'enfant et le félicite. Et regardez, on va laisser ici par exemple. الرسوم. Voilà, là, elle va commencer à l'interroger. الرسوم على اللوحة. جميل. Là, par exemple, هيا بنا لنجيب على الأسئلة. جاهزون؟ هيا إذا لنبدأ. ما هذه؟ فكر قليلا. نعم، أحسنت، لوحة رائع، جميل. والآن ماذا أفعل؟ فكر قليلا. Voilà, donc elle va l'interroger et puis à la fin, on va découvrir une lecture sans harakat, parce qu'ils auraient découvert tout. Ils auraient découvert les éléments, ils les auraient répétés, ils comprennent à quoi ils servent et maintenant ils vont lire ce qu'ils viennent de découvrir sans harakat. Donc ça permet de faire... Alors, je vois qu'il y a des questions sur la présentation dure encore. Ben, en fait, c'était 2 heures, donc on va bientôt finir, Inch'Allah. Donc voilà, on va y aller jusqu'au bout, en fait, avec une lecture à la fin. Et les enfants à cet âge-là, il y a aussi des exercices sur la lecture. Donc, pour que nos enfants ne lisent pas à la maison des choses qui ne sont pas, se basent sur des fautes, parce qu'il y a des élèves qui ont appris la lettre d'une mauvaise manière et arrivent à la maison, ils s'entraînent et ça permet encore de plus faire mémoriser la faute. Pour éviter ça, toutes les lectures ont été lues de cette façon avec des bons makharij pour que l'élève أنا صفاء يوم الأحد أذهب إلى المدرسة وفي القسم أكتب على. Voilà, donc toutes les lectures ont été faites pour que l'enfant écoute et corrige. Le parent aussi peut écouter pour voir si l'enfant il lit bien. Donc ça, c'est pour alhamdulillah aussi, tous les niveaux, il y a des vidéos qui permettent aux élèves de bien réviser. Donc les parents, vous êtes soulagés, les enfants peuvent réviser bien comme il faut à la maison. Donc, et oui, donc c'est tout ce qu'il y a pour les espaces parents. Donc, les enseignants peuvent accéder à l'espace parent. Ça veut dire que les enseignants peuvent regarder ce que les enfants révisent. L'inverse n'est pas possible. L'espace parent ne peuvent pas y aller voir l'espace enseignant pour la simple raison, c'est que si on a l'espace enseignant à la maison, ça ne sert plus à rien d'y aller à l'école. Et donc, on garde cette relation qui est précieuse entre l'élève et l'enseignant, qui est importante. Et donc, les parents ne peuvent pas accéder à ce qu'il y a dans l'espace enseignant. Voilà, donc je reviens sur le diapo. Voilà, donc pour l'espace enseignant, l'espace parent, vous avez vu ce qu'il y a et pour les écoles, vous avez vu aussi ce qu'il y a. Voilà, donc on continue. Oui, donc la question qui vient maintenant. La méthode, elle est, comme je vois sur les commentaires, à plus. À quel prix? Eh bien, sachez qu'il suffit de payer les livres et le programme entier avec tout ce que vous venez de voir est offert. Ça veut dire qu'en réalité, on vend que les manuels. Tout ce que vous voyez, ça va avec et tout est gratuit à partir du moment où on paye les manuels. Vous allez me dire, ouais, mais bon, les manuels, ça coûte combien? 70 € le livre? Non, les manuels coûtent le prix normal des manuels, donc aux alentours de 10 € le livre. Et attention, c'est pas fini. Toutes les écoles qui prendront les livres avant le 20 août, donc toutes les commandes de livres avant le 20 août, vous bénéficiez en plus de 20% de réduction sur les livres.
je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, vous avez les livres à moins de 20% de réduction si vous faites la commande avant le 20 août, enfin, pardon, ouais, le 20 août, oui. Et vous avez tout ce que vous venez de voir gratuitement offert, on va dire, avec les livres. Attention, malheureusement, cette offre n'est pas accessible aux particuliers. Donc, c'est pour les écoles et les associations. Donc, tout cela, Inch'Allah, est à votre portée, à donc un prix à peu près, du coup, avec 20% de réduction sur le livre, c'est un tour de 8 € le livre à peu près. Donc, voilà, nous arrivons donc pour les personnes qui demandent quand est-ce que ça va finir. Nous arrivons, alhamdulillah, donc à la fin de notre présentation. On avait programmé à peu près 1h30. Alhamdulillah, donc c'est bien entré dedans. Alors, la demi-heure qui reste, on va prendre vos questions si vous avez des questions. Donc, on a quelqu'un de l'équipe qui va voir les questions et par rapport aux questions, il va faire une liste des questions qui reviennent le plus pour qu'on puisse y répondre. En attendant, on va y aller rapidement. Donc, je vais vous faire, on va dire, découvrir les livres, le contenu des livres. Donc, je vais faire défiler les livres pour que vous puissiez voir un peu leur contenu. Je parlerai de temps en temps pour mettre un peu de commentaires sur ce qu'il y a dans les livres.